Bienvenue à votre magazine qui se tourne aujourd'hui dans un cadre circonstanciel. Vous nous donnerez votre avis si il vous convient ou pas. On verra comment consolider tout ça. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Guillaume Papin Manjolo. Vous êtes ministre d'État en charge de la coopération internationale, de l'intégration régionale et de la francophonie. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous allons parler avec vous culture parce que vous êtes un homme de culture. Nous allons parler avec vous coopération aussi. Justement, au dernier conseil des ministres, il a été adopté par le gouvernement un projet que vous avez eu à présenter. Il s'agit du programme national de bourse d'études. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Merci infiniment. Au fait, ma démarche a toujours été celle de promouvoir l'intelligence au bénéfice du développement. Lorsque j'ai scruté le plan national stratégique de développement, confectionné par le ministère du Plan, je me suis dit qu'il était temps, et d'ailleurs, depuis des années, j'ai travaillé là-dessus. Dans plusieurs textes, j'ai dit ce que j'ai pensé sur la perspective de devenir un État fort, une machine-nation, qui était liée à plusieurs conditions, dont notamment celle particulière et principale de la promotion de l'intelligence. Mhm. Lorsqu'on a un pays comme la RDC, doté d'autant de possibilités en termes de minerais, en termes de la jeunesse de la population, en termes de forêts, en termes de potentiel énergétique, on ne peut pas attendre qu'on vienne développer ça pour vous. Parce que ça fait peur à tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par intelligence? Parce que dans ce pays, il y a quand même des personnes intelligentes et même des surdoués. Non, les gens intelligents sont là, mais la promotion de l'intelligence est tout à fait autre chose. C'est cette tendance à pouvoir dire investir dans ceux qui ont le potentiel pour pouvoir transformer cette société. La transformer sur le plan structurel, la transformer sur le plan technologique, la transformer sur le plan même du projet national nécessaire au développement. Il s'agit de ça d'abord. C'est-à-dire que dans les C'est domaines, qui est même une démarche transversale, là. c'est transversal. Ouais. C'est-à-dire que dans le domaine numérique aujourd'hui, nous devions être numéro un de la planète dans la mesure où l'essentiel des matières premières qui participent au numérique sont RDC. Oui. C'est-à-dire que je ne cesse de répéter, et je l'ai répété au Conseil, il n'est pas normal qu'une tonne de cobalt ajoutée au titanium, ajoutée au lithium, ajoutée au coltan, et pour une dépense qui va environner plus ou moins 5 000 $ pour les miniers, qu'au terme du processus, lorsqu'on y injecte d'intelligence, ça passe des 100 000 à 15 milliards, à 20 milliards de dollars, alors que la RDC va percevoir simplement sur les 100 000. C'est-à-dire que cette taxe sur les minerais, qui est aujourd'hui de 10%, bon, si c'est sur 100 000, la RDC percevra l'équivalent de 10 000, à la limite. Mmh. Très bien. Alors, vous percevez 10 000, mais les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, ils injectent l'intelligence dans les produits congolais, au terme de ces processus, on passe de 100 000 à 10, 15 milliards de dollars dans les Android, dans les portables et tout ça. Donc, ce n'est pas normal que nous soyons ces pays qui offrent au monde entier la matière première et qu'on soit toujours dans les processus du troc au lieu de transformer. La RDC, faut l'avouer, est demeurée quand même un comptoir. Depuis la nuit des temps, la RDC est un comptoir où on vient juste exploiter et on va aller traiter ailleurs. La valeur ajoutée, elle est ailleurs. Mais oui, mais ça c'est la stratégie des Berlin, c'est tout à fait normal, je peux comprendre ça. Mais en même temps, en tant que RDC, il faut définir son identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? D'où venons-nous? Qui avons-nous été depuis des siècles? C'est peut-être barbant, mais nous sommes les concepteurs, les inventeurs des mathématiques avec les bâtons du Chango. Alors, un peuple qui a pensé mathématiques il y a 20 000 ans, n'est il pas capable, 20 000 ans plus tard, de concevoir la transformation de ces matières premières? C'est hallucinant, rien que d'y penser. Donc, moi, j'ouvre cette fenêtre qui a été acceptée par tous, applaudie par tous. C'est l'occasion aujourd'hui de donner à la RDC une possibilité de faire en sorte que
on arrive à pouvoir promouvoir l'intelligence, les jeunes gens, les jeunes talents qui sont là, qu'on finance simplement. C'est question de financer. Et les financements, je l'organise aussi. Je ne vais pas recourir au trésor public. Il me faut une taxe spéciale que je vais proposer encore au Conseil pour dire effectivement à ces comités interministériels Mhm. de la stratégie pour la promotion de l'intelligence pour le développement. C'est ça, en fait, les titres qui va être affecté à cette situation, à cette structure-là et tout ça. Donc, ce comité interministériel de la promotion de l'intelligence pour le développement. Ça sert à ça. Ça ne sert à pas à la bourse. Structure sans sous, ça ne veut rien dire. Mhm. Bon, maintenant, là-dedans, il faut devoir donner non seulement aux jeunes talents qui arrivent après un concours terrible, c'est-à-dire toutes les provinces sont concernées. C'est pas un concours, c'est pas un truc, on fait ça derrière la maison. Non, non, c'est quelque chose avec des équipes et un concours précis sur dossier, sans pour autant regarder qui, quoi et comment. Mhm. Et toutes les provinces. J'ai mon ami Robert Roy de la décentralisation qui va m'aider par rapport à ça, parce qu'il faut absolument tenir compte que la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. Or, l'essentiel des bourses ont toujours été consommées à Kinshasa, ce n'est pas normal. Oui. Et puis ces bourses-là ont toujours été données de manière fantaisiste, c'est-à-dire que bon, on ne sait pas très bien, on les donne par rapport à quoi? Est-ce que les bourses qu'on donne à la RDC sont alignées sur le plan du développement? Non, parce qu'on doit avoir des bourses en rapport avec le plan de développement. Bon, maintenant, il y a d'abord l'apport national, on doit nous-mêmes alimenter nos bourses pour les meilleures intelligences. Donner des prix chaque année, Mhm. de la première bourse à la dernière bourse, en fonction du potentiel des uns et des autres. Et puis à côté de ça, il y a les partenaires. Les partenaires qui viennent vers la RDC, qui ont vocation à pouvoir nous soutenir dans ce domaine-là, ben, on leur dira que voilà, nous préférons ça plutôt que ça. Il ne faut pas qu'on puisse recevoir des bourses fantaisistes et on fait semblant, bon, on vous a donné des bourses et finalement ces enfants-là qui partent à l'étranger souffrent et dans les pays xénophobes sont martyrisés, humiliés, même assassinés. Oui, en attendant de revenir au point où la RDC pourra faire les tris de apports en termes de coopération, je suis plutôt intéressé par l'aspect intérieur de votre démarche, qui consiste en fait à centraliser l'octroi des bourses. Croyez-vous que ça vaut la peine maintenant? Ne pensez-vous pas que vous avez ouvert la boîte à Pandore? Parce que finalement, cette histoire des bourses, c'est aussi un gros business. Non mais oui, mais ça a été les business, ça ne sera plus les business. Ici, il y a un comité ministériel convenu par une décision du Conseil. Le gouvernement a décidé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à pouvoir avoir peur d'être mangé ou quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt. Ici, il s'agit de l'intérêt de la nation. Depuis la nuit des temps, depuis qu'on reçoit les bourses des partenaires, ce n'est pas bien géré. Ça passe habituellement par les truchements du ministère de la Coopération, et puis ça va directement aux structures bénéficiaires. Oui. Mais ce n'est pas opérationnel. Il y a une anarchie terrible. Ça, c'est le premier élément. Donc, on va arrêter cette anarchie-là. Deux, il va falloir qu'on puisse nous-mêmes aligner les besoins des bourses sur nos besoins de développement. Qu'on ne puisse pas avoir des bourses qui n'ont rien à voir avec notre développement. On vous donne une bourse pour, je sais pas, pour nettoyer les rues, pour aucun intérêt. Donc, il va falloir qu'on puisse d'abord canaliser l'essentiel de l'aide vers les besoins qui sont les nôtres. Mais c'est une remise en cause du programme du gouvernement, ou une mise à jour, j'allais dire. Non, 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 c'est une mise en œuvre du programme du gouvernement. C'est ça, on met en œuvre les plans nationaux stratégiques de développement. On les met en œuvre maintenant. On n'est plus dans l'hésitation, dans l'improvisation, on est dans la précision. Ce qui fait que moi, ministre d'État en charge de la coopération, chaque cadre de la coopération doit s'aligner sur le plan national stratégique de développement. Ce qui fait que les partenaires qui sont en face de moi, je lui dirais, écoutez, vous savez que vous m'amenez là n'a rien à voir avec le plan stratégique. Ce que j'ai besoin, c'est ça, ça et ça. En première ligne, il y a d'abord les transferts de compétences, les renforcements des capacités, voilà. Et puis le reste vient après. Ça ne sert à rien de m'apporter des hôpitaux clés en main, ceci clés en main, puisqu'après, je ne sais même pas les gérer. Est-ce que vous avez déjà pu recenser les boursiers, disons, depuis 5 ans ou moins? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est un souci aussi à ce niveau-là, parce que la plupart des boursiers, quand ils partent, il n'y a presque pas de suivi. Beaucoup disparaissent dans la nature, beaucoup sont récupérés par les pays étrangers, beaucoup ne reviennent jamais. Hein.
très peu reviennent. Quand ils reviennent, bon, ils sont en déshérence, ne trouvent pas, ou en errance, ne trouvent pas du travail. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Cette politique-là, c'est à la fois de la distribution, de la sélection, la distribution, du suivi et de la mise en œuvre par la suite au retour au pays. C'est-à-dire que chaque année, un jeune homme, une jeune fille qui reçoit une bourse parce que cette personne a des compétences particulières dans un domaine particulier, chaque année, on doit faire l'évaluation. Donc, il faut revenir au pays, vérifier ce qu'on en est. Avez-vous réussi l'année ou pas? Toutes ces choses doivent être évaluées. Il y a un critérium très strict pour permettre à ce que les pays passent d'un monde à l'autre. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a que l'intelligence qui façonne un pays, rien d'autre. Ce n'est pas la vente des minerais. Vous avez les pays comme le Japon qui n'ont pas de minerais, vous avez la Malaisie qui n'a pas de minerais, vous avez la Corée du Sud qui n'a pas de minerais. Regardez le niveau. C'est le nombre de brevets que vous produisez qui fait de vous un pays supérieur. Sans vouloir vous prendre au mot, vous avez parlé du niveau, j'allais dire plutôt du niveau de l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, nous le savons, elle a un niveau très très bas. Il va falloir vraiment creuser sous terre pour trouver quelque chose de plus ou moins acceptable. Est-ce que vous avez pris compte de la dégénérescence de l'éducation nationale? Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un problème, l'éducation a beaucoup baissé depuis des années, c'est-à-dire quand vous regardez même l'écriture, les anciennes années 70 ou des années 60 d'ailleurs, qui s'arrêtaient au niveau de l'école secondaire, au niveau de l'école normale, et les premiers universitaires congolais des années 70, et quand on regarde maintenant les gens qui sont bardés de diplômes aujourd'hui, des années 2000 par exemple, c'est les jours et la nuit. C'est-à-dire les titres ronflants des docteurs en ceci, licenciés en cela ne veut rien dire. Rien que la diction est tout à fait approximative et l'écriture est complètement bancale. Tout ça participe à une chute vertigineuse de l'éducation. Alors il faut réformer, il faut apporter un vent nouveau, quelque chose de tout à fait neuf, puisqu'il n'y a pas que l'éducation au niveau sur le banc de l'école, il y a aussi l'éducation en famille. Alors essayez d'évaluer. La plupart des licenciés de chez nous aujourd'hui ils terminent leur formation universitaire sans avoir terminé un seul livre. Un. Je ne parle pas de deux, un livre. Vous lui posez la question, avez-vous lu un livre de la première page à la 100e page? C'est quasiment impossible. Lorsque vous sortez un livre, comme j'ai vu certains auteurs, 200-300 pages, il n'y a pas à espérer. Il n'y a pas à espérer. On ne lit pas. On ne lit pas. Mais on se réole au fait de ces diplômes universitaires. Faites l'évaluation, un petit audit, vous vérifierez qu'effectivement, 90% des gens qui ont terminé l'université en RDC n'ont pas lu plus de 2 ou 3 livres de leur vie. Alors que il faut toujours aller jusqu'au bout des livres. Toutes les références qu'ils font, ce sont les choses qu'ils ont piochées, picorées ici ou là. Oui. Ils sont dans une incapacité totale de vous dire les débuts et la fin du livre. Si vous n'avez pas lu un livre de bout en bout, vous ne savez pas ce qui s'y trouve. Prélever simplement un passage ne suffit pas. Exemple simple. Galilée, Copernic vous écrivent un texte en vous disant la Terre est plate. N'est-ce pas? C'est le début du livre. Ouais. La Terre est plate. Nous avons toujours pensé que la Terre était plate depuis des siècles et tout ça, et on confirme qu'effectivement elle est plate. Mais au fil de l'évolution, on commence à dire, voilà, les travaux de tels ont conduit à penser finalement que la Terre est ronde. Mais c'est à la fin du livre, vous trouvez que la Terre est ronde. Mais au début du livre, vous êtes limité. Ce qui fait que vous partez avec une information tout à fait bancale, du principe que la Terre est plate. Mais elle n'est pas plate, elle est ronde. Il fallait aller jusqu'au bout du livre pour découvrir qu'elle était ronde. Oui, vous me permettez de prendre un extrait de ces livres, en espérant que quelqu'un d'autre pourra les lire totalement, et l'acheter et les lire. Parce que cet ouvrage, il cristallise un peu, je peux dire, ce que vous êtes en train de matérialiser aujourd'hui. Oui. Je suis intéressé par un passage en rapport avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment financer tout ça. À page 124, vous écrivez « L'État RD congolais est doté de multiples outils à même de mobiliser et de capter les recettes
nécessaires à la politique proposée. Mais bien malheureusement, autant la compétence des cadres et agents est réelle, autant les réformes, souvent quantitatives, ne visent jamais la qualité. Avant de nous appesantir sur la qualité, attachons-nous à circonscrire une cible source d'un potentiel infini en termes des recettes directes, la bière et toutes les boissons gazeuses ou soft drink. Il est établi qu'il se consomme en moyenne par an plusieurs centaines de millions de bouteilles qui génèrent des sommes colossales. Ces produits incontournables ayant créé l'addiction dans toutes les couches sociales sont consommés par le plus grand nombre et l'accoutumance va toujours crescendo. Bon, bref, vous proposez, je me suis arrêté en chemin, mais on comprend l'idée déjà. Mm. Mais vous savez que, avec d'ailleurs la pandémie de la Covid-19, les recettes de l'État ont énormément baissé et que il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, vous êtes bien placé pour le savoir. Mhm. Mais comment voulez-vous déjà qu'avec la faiblesse qu'il y a comme, en termes de recettes, que les peu-là puissent être aussi affectés à cette initiative? Bon, Louable soit-elle. bien. Vous savez, ce que j'ai dit là-dedans, dans ces textes, l'homme et la structure, c'était en 2015-2016. Oui, 2016, oui. Et c'est d'application toute la vie. Ça ne changera pas. C'est Covid ou pas Covid. D'ailleurs, on aurait pu avoir des solutions pour le Covid, pour la Covid, puisque l'académie a décidé que c'est la Covid. Décidément. Bon, les soucis chez nous, comme dans la plupart des pays qui ont été colonisés, qui n'ont pas maîtrisé leur histoire propre, ou qui ne projettent pas par une vision globalisante de la participation dans les concerts de nations, c'est de prendre des modèles qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous sommes, ou des modèles qu'on nous dicte. Les réformes doivent se faire sur le plan quantitatif et qualitatif. La réforme majeure d'un pays, elle est qualitative, d'abord, pas quantitative. Lorsqu'on vous parle des cadres macroéconomiques, tout ça, ça c'est quantitatif. Mais il faut la qualité du personnel nécessaire pour pouvoir transformer la vie sociale dans tous les domaines, en droit, dans toutes les sciences et tout ça. Il faut ces gens-là. Il faut former ces gens-là. Vous les formez, vous le mettez dans les bonnes conditions et vous permettez de pouvoir faire avancer le pays. Parce qu'un inspecteur des finances qui a été formé, très bien formé, qui sait que la caisse de l'État, la marmite de l'État, ce qui revient à l'État, doit aller à l'État parce que c'est les besoins de tous. C'est les besoins de la machine Congo pour fonctionner. Ne pourra pas prendre un sou pour se mettre dans la poche dans la mesure où il est pris en charge totalement par l'État. C'est-à-dire, il peut avoir 10 000 $ par mois, ce n'est pas un problème. Il a ses soins médicaux, il y a tout ça. Mais il sait très bien qu'il doit mobiliser un minimum de 50 à 100 millions de dollars qui doivent rentrer dans la caisse de l'État. C'est d'ordre public. Donc, dans tous les domaines, tant que vous n'avez pas investi dans la réforme qualitative, tout le reste va à volo. Ça n'a aucun intérêt. Parce que vous allez créer des bandes, parmi eux, pour la rapine, pour les vols, c'est ça les mécanismes, parce que vous n'avez pas structuré suffisamment ce qui est nécessaire pour la gestion du pays. Maintenant, vous me dites par rapport à la Covid. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on puisse réagir vis-à-vis de la Covid? C'est le numérique. C'est le numérique. Je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous échangeons avec le monde entier sur base du numérique. Nous faisons toutes les réunions sur base du numérique. Les entreprises... Y compris les réunions du gouvernement. Tout est sur base du numérique. Et les entreprises de GAFA sont en train d'exploser en termes de finances. Ouais. Ils gagnent beaucoup plus. C'est parmi les rares domaines qui n'ont pas connu des crises pendant la crise. Mais c'est l'intelligence qui aujourd'hui prend pas sur tous les restes. C'est l'intelligence. C'est pas les minerais. C'est pas les pétroles. C'est l'intelligence d'abord. C'est-à-dire, avec très peu de stocks qu'ils ont en termes de cobalt et toutes les matières premières qui viennent de la RDC, ils peuvent continuer à fonctionner pendant encore 50 ans sans problème. Voyez-vous, c'est ça la différence. Bon, les avionneurs sont en train de penser pour mettre en place le vol sur base d'hydrogène. Les Allemands demandent à la RDC de pouvoir créer une structure spéciale au niveau des INGA pour produire l'hydrogène. C'est une réalité actuelle sur laquelle je suis en train de travailler comme ministre de la Coopération.
Mais il faut de l'intelligence pour faire ça. Ce qui fait que la plupart des avions du futur vont voler avec l'hydrogène. Et que la RDC est déjà positionnée comme étant un des pays fournisseurs d'hydrogène sur la planète. Tout en étant ces pays qui va fournir du cobalt pour les batteries, pour toutes les voitures, dans les cadres de la transition énergétique. Oui. Alors, nous restons ces pays qui fournissent les matières premières en question. Ouais. Nous allons remplacer l'OPEP sans être l'OPEP dans la mesure où nous-mêmes, nous ne transformons pas ces cobalts pour en faire des batteries. Ce sont les autres qui transforment. Vous savez, moi je suis pour cette réforme du code minier qui passe de 2 à 10%. Mais il y a un hiatus. C'est très intéressant dans un premier temps. Je soutiens totalement. Mais simplement, les gens qui fixent les matières premières, les prix des matières premières, ce n'est pas nous. Tous les miniers, dont notamment Glencore, pour ne pas le citer, ont quasiment tous des parts dans les grandes entreprises qui sont consommatrices plutôt de matières premières RDC. Ce qui fait qu'ils peuvent s'entendre pour baisser le prix. Là où vous gagnez, comme avec le cobalt, la tonne à 135 000 $, il suffit qu'on ramène ça à 30 000. À 135, vous avez 13 000. S'ils amènent ça à 30 000, vous avez 3 000. Mais pourtant, la reproduction ou les produits tirés de cette matière première prend toujours de l'ampleur. Exemple, les iPhones que vous achetiez quand les cobalt étaient à 130 000 étaient autour de 700 €, 700 $. Mais les iPhones que vous allez acheter demain, alors que le cobalt est à 30 000, sera autour des 1 500 $. Vous voyez la différence? Donc ce qui fait qu'ils gagnent encore beaucoup plus. Ils gagnent encore beaucoup plus. Ça ne change rien. Ça me fait plaisir que vous en parliez parce que vous êtes un acteur majeur du gouvernement. Mais pourquoi toutes ces considérations ne sont pas intégrées dans une perspective pérenne et où nous sentons que nous, comme nation, nous nous assumons plutôt que de fonctionner avec une extraversion totale, y compris essentiellement en ce qui concerne l'économie de ces pays. Non, parce que Camus dit il faut penser avant d'agir. Il ne faut pas être sur les réactions assez brutales parce que, bon, on nous a fait ceci, impérialisme, machin, tout ça. Ça ne suffit pas, c'est très léger. Un conservateur comme je suis a besoin de s'affirmer. Affirmer cette volonté magmatique de puissance et la part qui est en moi pour pouvoir la déployer. Mais pour la déployer, il faut s'organiser. Vous savez, Sun Tzu dit prendre la forme de l'eau jusqu'à atteindre le potentiel nécessaire pour se déverser. Tant que vous n'avez pas ce potentiel nécessaire pour pouvoir vous déverser. C'est-à-dire, on ne va pas se lancer comme ça à ciel ouvert sur ce type d'opération sans pour autant structurer déjà notre base, c'est-à-dire cette intelligence que je suis en train de chercher. Justement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord former nos jeunes gens, leur donner la capacité de pouvoir transformer, consolider nos centres de recherche appliquée fondamentale, financer ça à hauteur de milliards. Dans un premier temps. Ça nous prendra combien de temps? On n'a pas non plus toute la vie pour... C'est ça la faillite totale. Nous sommes dans l'instantanéité. Il faut tout de suite. Il faut bien. Vous voyez que le taux d'échange est en train de... Oui, mais on ne peut pas construire un État sur l'instantanéité. On ne peut pas faire ça. Mao a dit, j'ai fait la révolution scientifique, le socialisme scientifique. Dans 50 ans, la perspective orientale est la meilleure. Dans 50 ans, je serai la première puissance, au moins financière, économique du monde. Ils sont là. On applaudit. Mais on ne sait pas quelles sont les douleurs qu'ils ont endurées pendant autant d'années. Vous savez, les politiques chez nous, quand ils prennent la parole, ils nous plongent toujours dans une perspective électoraliste ou populiste. Donc au point que il faut quand même qu'on leur demande, oui, merci, c'est bien beau, mais après c'est quoi la suite? Mais c'est ce qu'il faut éviter. C'est un mensonge terrible de dire à la population que j'arrive demain, je change tout. C'est impossible. C'est impossible. Tant qu'on n'a pas investi dans l'intelligence, dans la transformation, dans la perspective de la recherche fondamentale et appliquée, on n'a pas soutenu ces côtés-là, on ne peut pas s'en sortir. Vivre dans les trocs, comme nous vivons aujourd'hui dans les trocs, cette économie dont vous parlez, extravertie, elle est basée sur quoi? Sur l'exportation de matières premières dont nous ne sommes pas maîtres parce que ce sont les entreprises privées qui font. En vertu de quoi? C'est une économie pour nous. Ce n'est pas une économie pour nous, c'est une économie pour eux. Je vous dis ici que 100 000 $ investis dans le domaine minier
Donc, la RDC au taux actuel du code minier, c'est 10 000 dollars, mais ceux qui utilisent ces matières premières, c'est 10 milliards, 20 milliards. Alors, on a fait quoi? Rien du tout. Nous sommes au service des autres. Il faut sortir de là. Il y a un moment donné, on doit souffrir, mais souffrir tous, de haut en bas, pas seulement sacrifier une partie de la population et ceux qui sont les tenants du pouvoir bénéficier de tout. Non, il faut le mettre dans les conditions pour travailler, c'est une chose, c'est une réalité, mais en même temps, il faut qu'on puisse consentir des efforts terribles, mais des efforts sur le plan qualitatif et structurel d'abord. On n'a pas consenti ces efforts-là jusqu'à aujourd'hui. On ne les a pas consentis. C'est-à-dire on est dans des promesses souvent fallacieuses qui ne sont pas opérationnelles. Comment voulez-vous faire avec un budget de 3, 4, 5, 6 milliards de dollars à dispatcher sur l'année, essayer de diviser ça par le nombre des Congolais, 85-90 millions, par jour, ça ferait quoi? C'est impossible. Voyez-vous, c'est impossible. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut faire en sorte que chaque artisan qui se lance pour pouvoir faire une activité soit en mesure de produire, de consommer et d'employer d'autres personnes. Et ça, il faut qu'il ait les compétences de produire mieux, une très bonne qualité, parce qu'il est formé pour pouvoir le faire. Il est formé pour pouvoir le faire. Vous arrivez au Japon, lorsque vous voyez un produit manufacturé, et vous allez dans le secteur artisanal, les mêmes produits, par exemple, je suis parti acheter une pochette dans un magasin. Cette pochette qui venait de l'Europe occidentale était autour de 250 dollars. La même pochette, faite main par un artisan japonais, était à 500. Et il vous explique que ça fait 5 générations que nous travaillons sur ces choses ici. On fait avec un savoir-faire très pointu. Alors que ce que vous prenez là, ce sont des choses manufacturées, des usines, des ateliers qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Donc, on a donné de la valeur extraordinaire dans ce domaine-là. De la même façon qu'en Chine ou au Japon, la médecine traditionnelle, qui n'est pas celle appliquée dans la technologie moderne, cette médecine-là est prise en valeur. Cette communion entre la nature et l'humain est toujours prise en valeur. Chez nous, c'est complètement... Bon, il faut dire aussi qu'on a créé énormément de charlatans. Donc, mais globalement, ce n'est pas considéré. C'est-à-dire on est sorti de notre humanité propre pour pouvoir rentrer dans un modèle qui n'est pas conforme non seulement à nous-mêmes, mais à nos perspectives. Il n'y a rien. Donc il est temps de pouvoir reformuler, sortir de la démagogie, dire la vérité, investir dans la réforme qualitative, d'où notamment les bourses et tout ça, sélectionner les meilleurs enfants de la République, donner la chance à chaque enfant de la République pour qu'il soit en mesure d'aider la République. On doit passer à autre chose. Je l'ai dit. Maintenant, on commence tout cela. C'est beau. Alors, on commence par quoi? On commence quand? Écoutez, vous avez un plan stratégique de développement qui fixe les cadres et les orientations, qui est la locomotive, en fait, les guides de nos activités. On propose une plateforme de la promotion de l'intelligence interministérielle. C'est une commission interministérielle spéciale qui n'a jamais existé dans ce pays, qui va devoir exister. Nous l'avons pensé, on l'a proposé, ça a été accepté. C'est-à-dire que tout le monde a été conscient à un moment donné qu'effectivement, ce que j'apportais comme nouveauté était tout à fait comestible et nécessaire pour la République. Unanimement, il n'y a pas eu une seule fois qui était à côté. D'ailleurs, on est parti sur la base un peu minimaliste, mais pour voir qu'effectivement, les apports des uns et des autres au niveau du Conseil étaient capitaux, étaient nécessaires pour grossir les traits, donner plus d'ampleur, plus d'épaisseur à cette perspective. Puisque les gens sont en train de dire oui, mais les bourses vont... J'ai vu quelques commentaires sur la toile. Quoique j'ai réagi pas à ce type de commentaires, je suis un peu... je suis inapte pour les réactions à ce type de choses. Je ne suis pas compétent pour ça. Mais je regarde quand même, je m'informe, et puis les gens me rapportent. Oui, c'est encore des bourses pour donner aux enfants des riches et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y aura des compétitions, des concours nationaux. Avec un critérium. On va sélectionner d'abord les écoles au niveau des provinces, au niveau de Kinshasa, et prendre les meilleurs. Et dès qu'on a ces meilleurs-là, on passe à la compétition. Donc il y a une formulation des concours qui va être mise en place. Ce qui fait que les meilleurs des meilleurs sortira. Vous savez, je me suis occupé de ces histoires de bourses, y compris quand j'étais encore conseiller à la coopération il y a une dizaine d'années. Lorsqu'on a reçu
les jeunes gens, dont notamment ceux qui avaient 80% aux examens d'État, qui devaient partir au Canada pour une activité de cette nature-là, enfin qui avaient eu la bourse. Je me suis exercé à poser quelques questions basiques, une petite rédaction de 2 paragraphes. Mais un jeune homme qui vient d'avoir son diplôme avec 80%, incapable d'écrire Kyrielle, incapable d'écrire occurrence, alors qu'il a eu 80%, il a fait la dissertation. J'ai dit, il y a un problème. La cotation pose problème. Ouais, donc, ce qui fait que ça ne sera pas suffisant d'avoir cette cotation-là. C'est un repère, bien entendu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut passer un concours pour évaluer si effectivement. L'autre problème ne serait pas plutôt l'accompagnement de vos collègues. Nous savons ce que c'est qu'il y a comme ego au niveau de membres du gouvernement. Ce serait, disons-le comme ça, comme si on vous mettait sur un piédestal, comme si vos collègues vous donnaient les clés de leur cabinet. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça, au fait, c'est l'histoire de pouvoir individualiser la gestion de l'État. Il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, tous les collègues ne sont pas de cet avis-là. Ils ne sont pas de cet avis-là. Ils sont. Ce serait tant mieux. Hein. Oui, ils ne sont pas de cet avis-là. Et je suis un ministère de coordination. C'est principiel. C'est dans les textes. Je suis un ministère de coordination. Je suis la porte par laquelle le développement au départ de l'extérieur doit se faire et vers l'extérieur. Donc, c'est une attribution tout à fait réglementaire. Ça n'a rien à voir avec une position personnelle. Et ici, j'y reviens très souvent, je pense que c'est nécessaire d'y revenir, c'est la pédagogie, sur les triptyques raison, vertu, bonheur. Nous devons absolument mettre en place des mécanismes raisonnables, comme ces mécanismes ici que je propose. Et les gens qui portent la gestion de l'État doivent avoir une certaine vertu, dont notamment cette modestie de dire je ne peux pas faire tout seul, on doit faire ça ensemble. D'accord? Ainsi, on atteint le bonheur de la population. Ce qu'on vise ici, ce n'est pas l'individu Manjolo, ce n'est pas l'individu Thomas Louaka, par exemple, qui est ministre de l'ESU. Ce n'est pas l'individu José Panda, qui est ministre de la recherche scientifique. Ce n'est pas l'individu Kambale, qui est ministre de la jeunesse. Ce n'est pas l'individu John Tumba, qui est ministre de la formation professionnelle. Ce n'est pas l'individu Willy Bakonga, qui est ministre de l'EPST. Parce que ce sont ces ministères qui sont concernés directement par les bourses. Ce n'est pas ça. Ce qu'on vise, c'est l'intérêt de la population, les besoins de la population, la perspective de développement pour les profits de tous. Il ne s'agit pas des individus, nous sommes passants. Avant moi, il y avait un ministre. Avant lui, il y avait un autre, ainsi de suite et tout ça. Je suis passant. Je ne suis qu'un passant. Demain, on peut me débarquer. Au moins, j'aurais laissé dans l'histoire ces besoins nécessaires de la promotion de l'intelligence au profit de la population. Donc, c'est ça. Vous semblez sublimer cela, mais n'empêche que être au gouvernement central, c'est un poste de visibilité, un poste de promotion personnelle. Pourquoi faire? Non, mais je veux dire, si on dit que on travaille pour le bonheur de la population, c'est vrai, on a la visibilité, tout à fait, on peut avoir la visibilité, mais à quelle fin? Cette visibilité, sa fin naturelle, c'est le bonheur de la population. Si c'est pour soi, ça n'a aucun intérêt. À ce moment-là, il faut faire la musique, faire autre chose. Même dans la musique, c'est aussi le bonheur de la population, parce qu'il faut apporter un mieux en termes d'apaisement d'esprit par la musique. Bon, j'essaie d'apporter, me semble-t-il, un petit mieux à travers la pensée, la littérature. Je produis des textes. Justement, la littérature. Je suis en train de... Littérature, justement, parlons-en. Je suis l'un de vos lecteurs, parce que vous écrivez régulièrement. Je vous donne un extrait de l'une de vos publications. Je vous lis cet extrait. Oui, c'est-à-dire qu'on part du principe que la pensée, c'est une part de la divinité. C'est un aphorisme. En fait, chaque matin, j'essaie de pouvoir produire une pensée dans la formule aphorisme. Je suis adepte de Nietzsche. Je les lis tous les jours, je l'écoute tous les jours. Je trouve une profondeur extraordinaire dans ces philosophes. Et maintenant, je suis en train de pouvoir additionner Nietzsche, Mudimbe, Ngal, Kamana et Cheikh Anta Diop. Donc, voilà, c'est un peu ça mon cocktail. Alors, je travaille sur ça, c'est-à-dire que... J'arrive pas à retrouver les liens. Je peux donner les liens. C'est-à-dire que Nietzsche vous donne les formules de fonctionnement, les procédures.
Euh, Moudimbe vous donne la quête nécessaire de l'archéologie congolaise, dont notamment je parlais d'ici du Shango. Il faut aller à la source pour se définir qui on est. Cheikh Anta Diop fait la promotion extraordinaire des lettres noires, ses origines et sa notoriété sur la planète. C'est capital de pouvoir penser qu'effectivement nous sommes la première civilisation planétaire à travers l'Égypte antique qui était composée de noirs. Donc il faut nourrir son cerveau de ça. Kamana, on a un partage la profondeur de ces pays de commencement qui est la RDC. Kamana. Les pays des inventions de commencement, c'est Kamana. Ngala a cette particularité de pouvoir dire que chaque artiste, le monde des artistes, on parle ici d'artistes penseurs, philosophes et penseurs en général, a pour vocation, a une mission spéciale dans sa communauté. C'est pas celle de cette terre, c'est celle de parler. Mais parler bien, pas parler par rapport aux sentiments, parler par rapport aux propositions et aux perspectives. Aucune haine, aucun ressentiment. Un peu dans l'esprit de Spinoza, il faut éviter la passion triste, c'est-à-dire que la haine et les ressentiments. Vous travaillez en dehors de ça, de ces périmètres-là. Là, on est Shingal. L'appropriation de ce qu'on est, c'est Singal. Donc, l'intellectuel doit s'approprier ce qu'on est. Voyez-vous, donc, vous avez là la trame exacte de tous les auteurs que j'ai réunis. Je fais un cocktail et chaque matin, j'ai réfléchi sur cette base-là pour produire quelque chose d'autre. Vous savez, j'ai été l'objet des attaques, des insultes. Je ne réponds pas parce que j'ai dit, tiens, un gars a dit, il ne faut pas faire ça. Bouddhim a dit, il faut faire ça, pas faire ça. Nietzsche a dit, il faut s'en débarrasser. Donc, cette part des divinités qui est en nous doit luire, donc donner la lumière, illuminer les autres. C'est-à-dire que il y a un auteur extraordinaire, grec, qui dit il faut absolument illuminer la cité. L'intelligence, c'est cette capacité à illuminer la cité. Et Oui, par conséquent, si vous n'êtes pas qu'il y a eu une époque des Lumières en Europe. En Europe, mais oui, mais c'est pas la même lumière. L'époque des Lumières, je la combat, je la conteste parce que c'était composé des gens plutôt obscurs qui avaient pour tendance pouvoir amoindrir le noir. Et par conséquent, je m'associe pas à cette époque-là. Ok, nous y reviendrons. On jure, on fera certainement un plateau là-dessus. Oui, non, j'ai un problème avec toute cette période-là. C'est une période qui a milité pour le maintien du noir dans l'esclavage et tout ça, la déconsidération et puis la hiérarchisation des races en disant qu'il y avait plusieurs races, il y avait les races inférieures et les races supérieures. Ce qui est faux sur le plan biologique et physiologique. Il y a une seule race humaine avec une variété mélanine. Donc aujourd'hui, c'est la vérité, c'est celle-là. Et quand on remonte vers l'origine, on voit qu'effectivement les Noirs étaient celui qui avait structuré la société humaine depuis avant la Grèce antique et avec l'Égypte antique et qui a continué comme ça pendant très longtemps. Et par conséquent, cette époque supposée des Lumières a comme matière première la controverse des Valladolid de l'Église catholique, qui dit que les Noirs n'ont pas d'âme. Donc je ne peux pas m'associer et faire la promotion de cette lumière-là. Pour moi, c'est l'obscurité. Nous y reviendrons certainement une autre fois, mais vous disiez que l'intelligence doit luire, doit éclairer la société. Éclairer absolument. C'est Parménide qui nous dit ça, en partie, qui nous explique ça. Et je pense que la seule solution, c'est celle-là. La seule option, c'est celle-là. La seule orientation, c'est celle-là. Il n'y a pas une autre. Maintenant, chacun peut venir avec ses prétentions. Moi, j'arrive, je suis chef de l'État, je suis ceci là, demain matin, vous avez tout à manger, à boire et tout ça. Il suffit de pouvoir faire. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Lorsqu'on a bien réfléchi, qu'on n'est pas dans la réaction, qu'on n'est pas dans le ressentiment, qu'on n'est pas dans la haine, on pense autrement. On pense juste. Alors, l'aphorisme veut dire en partie ça. Ce qui fait que toute l'insolence qu'on peut m'adresser, on le fera peut-être encore après cette émission, ne me couvre pas de laideur. Ça ne me couvre pas de laideur. Donc, je suis quasiment insensible à ça. Parce que j'estime que chaque Congolais a une mission. Chaque être humain a une mission. Ces pays qui est censé être le pays des dieux. Je ne vois pas un autre peuple sur la planète qui soit le peuple des dieux mieux que le peuple congolais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas deux peuples au monde pour ça. Parce qu'avoir une... Même pas celui avec lesquels on va bientôt renouer la coopération. Non. Je parle d'Israël, bien sûr. Oui, Israël, la Bible, elle dit et tout ça. Mais moi, je peux, moi, dire pour mon peuple que je suis le peuple de Dieu. Qui me défendra de le dire? Pourquoi je serais fort clos à dire que je suis un peuple de Dieu? Parce que moi, j'ai des preuves que je suis un peuple de Dieu.
Je suis ce peuple qui, en 1885, avait 25 millions d'habitants, qui en 1908 était passé à 10 millions. Donc plus de la moitié avait été décimée. J'ai rebondi. Je suis ce peuple qui a perdu plus ou moins 6 à 7 millions d'habitants dans la partie Est. Je suis toujours là. Je suis ce peuple qui a pulvérisé les tableaux de Mendeleïev ou les tableaux périodiques, des matières premières, des minéraux. C'est ce peuple-là. Je suis le peuple inventeur des mathématiques il y a 20 000 ans. C'est ce peuple-là. Je suis le peuple dont les sols est fertile partout, sur les 2 345 000 km². Je suis ce peuple-là. Je suis ce peuple-là qui a un potentiel énergétique le plus essentiel de la planète. Je suis ce peuple-là. Je suis ce peuple qui a 420 peuples qui parlent plusieurs langues, plusieurs sonorités, plusieurs musiques, plusieurs philosophies, au même endroit, mais qui a la même cosmogonie, le même destin. Quel est ce peuple qui correspond à celui-là sur la planète? Il n'y en a pas un seul. Et par conséquent, j'estime que je suis le peuple de Dieu. Je suis le premier peuple de Dieu sur la planète. Et lorsqu'on regarde même la Bible, évaluer les jardins d'Éden, il n'y a nulle part ailleurs qui correspond au jardin d'Éden que la partie est de la RDC. Trouvez nulle part, il n'y a nulle part ailleurs qui a tous ces critériums précis de donner la photographie plutôt, du jardin d'Éden, si ce n'est la partie est de la RDC. Qui est aussi l'une des parties les plus agitées du monde depuis 2 décennies pratiquement. Mais c'est la partie la plus enviée de toute la planète. C'est ça, en fait, le problème. Vous avez les jardins d'Éden, vous ne vous rendez même pas compte vous-même. C'est pour ça qu'il faut investir dans l'intelligence pour vous rendre compte, effectivement, vous êtes les jardins d'Éden. Et ça, on n'arrive pas à comprendre ça. Je fais appel à tous nos religieux de réfléchir dans ces sens-là, de considérer qu'effectivement, à la limite, les peuples juifs seraient partis d'une des tribus qui font partie de ce que nous sommes. Parce que les jardins d'Éden doivent appartenir à ceux qui sont le peuple qui a reçu les premiers cette option divine sur la planète, dans un environnement qui correspond à ce que dit la Bible. Pourquoi pas? C'est une option. Le ministère de la coopération, c'est aussi le ministère qui donne envie d'être congolais ou qui est fier d'être congolais. Mais c'est la promotion de la congolité au sens premier du terme. Moi, j'ai eu l'opportunité, la chance, à la limite même le malheur, d'avoir fait le tour du monde dans les cas de mes fonctions, mais d'avoir vécu totalement à l'étranger. Je tire une fierté particulière à être congolais. Être congolais, c'est une bénédiction particulière. Je ne donnerai rien pour changer, devenir autre chose que congolais. Et par conséquent, cette fierté n'est possible que si vous donnez les outils de la fierté aussi. Cette jeunesse a besoin des outils de la fierté. Il suffit de dire, voilà, je suis congolais, on a des minéraux, ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donner les outils de la fierté. Et c'est content de pouvoir formuler pour la République, ce sont des éléments qui peut-être peuvent paraître aujourd'hui dérisoires au jour actuel, mais dans un futur très proche, dans 5 ans, dans 10 ans, on commencera à voir jaillir tout doucement, sortir du sol, les bourgeons de ce qu'on aura construit, qu'on aura planté comme graines. Bientôt, on verra ça. Qu'on nous laisse seulement faire ce travail ici. Si on me laissait faire ce travail avec mes collègues dans ce domaine ici, vous verrez ce que ça va donner dans 5-10 ans. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de chercheurs capables de transformer, de donner des solutions par rapport à la Covid-19. Et voilà, ça aurait pu être une occasion. On a vu ce que M. Mouyembe a fait par rapport à Ebola. Il est le seul à l'avoir fait. Il est congolais. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de particulier qui est sémé dans chaque Congolais, cette capacité à pouvoir transcender les difficultés, enjamber tous les écueils pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes? Un peuple aussi meurtri, mais toujours debout. C'est toutes ces choses-là qu'il faut dévoir. Nous sommes arrivés au credo, ce en quoi vous croyez. Vous allez justement regarder à la caméra qui est en face de vous et nous dire si aujourd'hui on devrait encore avoir la fierté d'être congolais alors que tout donne à croire que nous sommes une nation maudite. Nation maudite, jamais. Comment voulez-vous amener la malédiction dans un pays que je viens de vous dire ici, qui est le pays des dieux? Voulez-vous maudire le pays des dieux? Dieu est congolais. En vertu de quoi sa nation sera maudite? En vertu de quoi 420 peuples parlant plusieurs langues, mais communiant
dans une même cosmogonie avec un même Dieu, on ne nous a jamais connus avec un Dieu différent que celui-là. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, ces gens connaissent déjà Dieu. Ils l'appellent Nzambe, Vidimukulu, Zakomba et tout ça. Ils ont un seul Dieu. On n'a jamais été polythéiste. On a toujours été monothéiste. Et l'accès à la Bible a été pour nous très facile pour comprendre que par Jésus, on va beaucoup plus loin. Mais simplement, nous sommes ces peuples de Dieu particuliers. Tout le monde veut cette terre. Pourquoi? Elle s'est maudite et tout le monde la veut. Vous avez vu les balais qui se mettent déjà en place. Les gens veulent qu'on ouvre nos frontières pour qu'ils reviennent. Nous qui sommes pauvres, eux qui sont riches, frappent à nos portes tous les jours. Je suis là comme ministre de la coopération, avec ma collègue des affaires étrangères. Nous sommes assaillis par les demandes. Nous qui sommes pauvres, nous qui n'avons rien, pourquoi est-ce qu'on veut venir chez nous en période actuelle? Parce que nous sommes les centres du monde, en termes du potentiel et des perspectives. Il faut composer la RDC pour éventuellement sauver la planète. La pollution fait qu'on a un problème, donc on a besoin du cobalt pour les batteries. N'est-ce pas? C'est la RDC. L'énergie pose problème avec les centrales nucléaires. Il faut de l'énergie congolaise, notamment pour pouvoir, l'énergie hydroélectrique, pour pouvoir permettre à ce que on puisse avoir toute l'Afrique consommatrice de cette énergie-là. Même un peu plus. 100 000 mégawatts de potentiel. Une population jeune, très très jeune. Nos forêts, nos rivières, nos minerais. Quel pays se dirait maudit avec ses potentiels? C'est vrai, ce n'est que les potentiels. Mais il faut d'abord l'avoir, ces potentiels. Mais moi, je pense qu'on a un potentiel humain très important qui est nécessaire maintenant de donner une dimension plus importante, de donner une percussion plus importante, de sorte à ce que nous soyons respectés aussi de manière tout à fait réelle et factuelle. Merci beaucoup à Monsieur le ministre d'État pour avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout. Nous espérons que le ministre aura rencontré vos attentes. À très bientôt.